Grand Carrefour, nouveau numéro, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous choisir encore. Eh bien, c'est acté, c'est confirmé. Fornia Singbe, le président sortant, est donc reconduit pour un quatrième mandat à l'issue du scrutin présidentiel du 22 février dernier. Un scrutin d'ailleurs qui suscite des contestations dans le camp, bien sûr, de l'opposition. Eh bien, Agome Kodjo, le suivant d'ailleurs de ce scrutin qui réclame jusque-là sa victoire et conteste toujours cette réélection de Faure Gnassingbé. De l'autre côté de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, on parle des chiffres fantaisistes, des chiffres créés de toutes pièces. Mesdames et messieurs, que reprendre ou comprendre d'ailleurs de lendemain de ce scrutin présidentiel au Togo, nous en parlons dans cette émission. Eh bien, d'aucuns des acteurs politiques togolais parlent plutôt ou alors émettent tout simplement un vœu d'annulation de ce scrutin possible. Nous en savons davantage dans cette émission ici avec notre invité à ce plateau, docteur Johannes Bavon du phare. Docteur, bonsoir, merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir Monsieur Dudonné, bonsoir à toutes et à tous. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général du phare, le Front des architectes de la République. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Très bien. Alors, d'entrée de jeu, quelle analyse faites-vous d'abord du processus ou alors de l'actualité politique depuis le 22 février à ce jour? Nous sommes le 4 mars. Écoutez, on a jeté un cafouillage, une confusion totale dans la vie politique et sociale du Togo. Vous parlez du cafouillage? Oui, du cafouillage, parce que ce n'est pas une qualification excessive de ma part. C'est les faits qui ont été révélés, ce sont ces faits qui montrent que c'était du cafouillage. Cafouillage dans le sens que ce scrutin a été émaillé de plusieurs preuves de fraude, des fraudes massives, et qu'on ne viendra pas encore citer ici, mais les bourrages d'urnes, les bureaux de vote fictifs, des bulletins de vote pré-signés. Je suis tenté de vous demander si vous avez les preuves de ce que vous avancez. Non, mais j'ai les preuves de ce que j'avance parce que regardez sur les réseaux sociaux, regardez ce que les gens ont révélé. C'est grave, c'est gravissime pour un régime et un pays. Vous vous fiez aux réseaux sociaux ou aux faits concrets et réels? Les faits sont là. Bon, alors le problème ici, c'est que ce n'est pas moi qui accuse qui que ce soit. Les faits qui ont été révélés, ces fraudes qui ont été révélées, ne peuvent qu'être véhiculées par les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on va trouver ça si ce n'est que sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, pour couper court à tout ça, il fallait d'abord que ceux qui se disent, qui s'estiment victorieux, je vais parler de la mouvance présidentielle, soient quand même capables d'apporter des preuves contraires, capables de renverser ou de contrer les preuves qui ont été véhiculées sur les réseaux sociaux. Alors c'est en la matière d'ailleurs que, au nom du peuple togolais tout entier, devant lequel toute institution et autorité de l'État est responsable, au nom de tous les partis politiques, au nom des organisations qui défendent les droits des citoyens, les organisations de la société civile, au nom de tout ce groupement, eh bien, nous avons adressé une lettre en ce jour même, d'abord au Parti uni, de rendre public des preuves, d'arriver à donner des preuves qui refutent les faits de fraude qui les accusent, afin qu'ils puissent établir la légitimité et la légalité de leurs candidats qu'ils estiment victorieux. Parce que... Vous pensez avoir un gain de cause? Écoutez, lorsque nous parlons de fraude, nous ne parlons pas d'amusement. Il s'agit d'une accusation très grave à l'encontre d'un parti politique et à l'encontre d'une personne qui se prépare à diriger le pays. Nous allons revenir là-dessus. Donc cette lettre est adressée en ce jour même
Parce que si ces preuves ne sont pas rendues publiques, si on n'apporte pas des preuves contraires aux faits qui accusent ce parti et qui accusent leur candidat victorieux, alors ils ne pourront pas établir sa légitimité. Ils ne pourront pas établir sa légalité. La lettre a également été adressée... En qui voyez-vous la légalité? La Cour constitutionnelle hier rejetait la requête formulée par Akpeome Kodjo, qui d'ailleurs parlait justement aussi des fraudes. Mais selon la Cour constitutionnelle, il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas eu de preuves tangibles pour pouvoir étayer, justifier ces fraudes, ces allégations. Très bien. Donc, ce que vous venez de dire intelligemment, c'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons adressé une lettre en ce jour, également, à la Cour constitutionnelle, au président de la Cour constitutionnelle, d'abord lui demandant si le parti qu'il confirme victorieux après la proclamation de la CENI, si ce parti, si la Cour constitutionnelle a demandé à ce parti de fournir des preuves contraires aux faits qui étayent ou bien qui attestent la fraude de leur côté, si la Cour d'abord leur a demandé ces faits pour renverser l'accusation qui est portée contre eux. Et secondo, si ces preuves contraires ont été données, ont été livrées par le parti au pouvoir, nous demanderions à la Cour constitutionnelle de rendre ces preuves contraires publiques afin que la légitimité et la légalité du candidat qu'ils viennent de confirmer victorieux soient établies. Très bien. Parce que, excusez-moi... Docteur, là, vous n'êtes pas en train de jouer un médecin après la mort, là? Non, mais écoutez, le droit agit toujours après un fait. Le droit n'agit pas avant les faits. Il faut qu'il y ait faute pour qu'on parle de procès. Mais justement, nous avons une Cour suprême, qui est la Cour constitutionnelle. Cette institution a pour vocation, justement en la matière, de travailler sur les requêtes du peuple, les requêtes des partis politiques, les requêtes des ayants droit en la matière électorale. Et ils ont l'obligation de donner, ici, avant de confirmer la victoire de M. Foye-Singbe, ils ont l'obligation de nous donner des éléments de preuve qui renversent les accusations. Normalement, la Cour constitutionnelle devait demander cela au parti. Bon, voici les éléments qui vous accusent de fraude. Qu'est-ce que vous avez à dire avant que la Cour ne confirme cela? Les individus doivent apporter des preuves contraires. Et c'est lorsqu'ils sont acquittés devant ces accusations que la Cour constitutionnelle sera capable de confirmer ça. C'est pourquoi nous envoyons une lettre pour que le président de la Cour constitutionnelle nous dise s'ils ont pu recevoir ces genres d'éléments, de preuves ou de faits qui renversent les accusations. Et secondo, si ces éléments existent, alors qu'on rende cela public, afin que la légitimité et la légalité tant de cette institution que du candidat victorieux soit établie. Très bien. Alors la Cour parle d'absence de preuves. Hein. Ne voyez-vous pas que l'absence de preuves signifie la preuve contraire aussi? Ben, écoutez, il ne faut pas juste dire qu'il y a absence de preuves. Est-ce qu'il y a absence de preuves? Il n'y a pas absence de preuves. On parle d'absence de preuves lorsqu'il n'y a pas de fait. Nous ne parlons pas ici de début de preuve de fraude. Nous parlons ici des faits irréfutables. Et les preuves sont concrètes. Les rapports qui ont été donnés par les groupements, par ceux qui ont été présents dans les bureaux de vote. Mais il y a des personnes qu'on a utilisées, qui ont été utilisées dans ces bureaux de vote pour le compte du candidat victorieux aujourd'hui, qui eux-mêmes, de leur côté, révèlent ce qu'ils ont fait et qui publient ça sur les réseaux sociaux. Personnellement, je n'ai rien contre un Togolais, encore moins contre l'ex-président M. Foye-Singbe. Je n'ai rien. L'ex-président, il est toujours président. Écoutez, nous sommes dans une démarche juridictionnelle et mon langage est cohérent avec ce que nous faisons. Donc, vous voyez, je n'ai rien personnellement
contre l'ex-président, je n'ai rien personnellement contre le parti UNIR. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce parti. Nous ne partageons pas la même idéologie, nous ne partageons pas la même logique du régime, de la gestion de l'État. Mais ça n'empêche pas que nous soyons toujours des amis. La réalité ici est que, en tant qu'un pays, en tant qu'un État, lorsque nous voulons que le pays reste en paix, la première chose qui donne au pays la paix s'appelle la justice. La justice est la colonne vertébrale, l'épine dorsale de la construction de la couche sociale. Mais dans le cas où l'injustice, la fraude devient loi, la rébellion devient devoir. Donc, pour que nous ayons un chef d'État légitime, légal au sommet de l'État, et pour que les institutions de l'État ne soient pas entachées de corruption, parce que la fraude corrompt tout ce qui a été fait, y compris les institutions qui sont impliquées, seront emballées dans cette corruption. Alors, pour qu'il n'y ait pas, je dirais, cette boue au sommet de l'État, il faut absolument, c'est le droit du peuple de savoir. Demander une telle chose ne signifie pas une insulte ou bien une attaque contre quelqu'un. C'est le droit du peuple, c'est notre droit de le demander, c'est notre droit de le recevoir. Donc c'est pourquoi il n'y a pas du tout de polémique en demandant à l'administration exécutive ou au comité administratif de UNIR de nous fournir les preuves contraires, parce que les faits sont là. Lorsque quelqu'un nous dit aujourd'hui que les faits et les preuves n'existent pas, il y a déni de droit. Ça, c'est un. Et puis de deux, nous avons déjà su que les institutions électorales au Togo ont été détournées de leur vocation en faveur d'un parti. Ce n'est pas aujourd'hui, mais depuis toujours. Et nous l'avons toujours dénoncé. Donc si aujourd'hui, le président de la Cour constitutionnelle arrive à confirmer la victoire de quelqu'un, il faudrait qu'il y ait quand même l'amabilité de dégager les inquiétudes et les polémiques qui sont par-ci et par-là. Donc, il ne suffira pas seulement de nous dire qu'il n'y a pas eu de preuve de fraude, mais quand même, et ce qui se trouve dans les mains des gens, on appelle ça comment? Donc, c'est la raison pour laquelle il faut que, cette fois-ci, on a bien confirmé la victoire, mais c'est une victoire entre guillemets qui reste encore à être prouvée. Très bien, Dr Bavon. Est-ce que, sans parler de preuves aujourd'hui, vous voyez l'opposition en posture de remporter ces élections 2020? Ah ben là, nous disons oui, parce que M. Agbéomé, fondé sur certains procès-verbaux qui sont à leur disposition, il serait en avance largement sur M. Faure Gnassingbé. Vous parlez au conditionnel? Je parle bien au conditionnel et je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que vous allez constater que on n'a pas permis le droit d'accès à l'observation et à la surveillance des votes pour les partis de l'opposition. Le collège des évêques a voulu constituer un groupe de surveillance, ce qui lui a été refusé par le ministère de l'Intérieur. Bien, alors, au jour d'aujourd'hui, le camp de l'opposition, la dynamique Monseigneur Kodjo, en la personne incarnée par M. Agbéomé Kodjo, ils n'ont pas tous les procès verbaux. On se fonde sur le peu de procès qu'ils ont à leur disposition pour dire qu'il y a victoire. D'ailleurs, c'est à cause de cette polémique-là que notre mouvement, le phare, a décidé plutôt de demander l'annulation de ce scrutin, parce que même aujourd'hui, si on demande à M. Agbéomé Kodjo de prouver sa victoire, cela lui serait difficile parce que ces preuves lui sont déniées par le régime. Si on permettait aux éléments de la dynamique Monseigneur Kodjo d'être présents dans les bureaux et de surveiller toutes choses, et que les votes sont comptés bureau de vote par bureau de vote, comme on l'avait réclamé et comme le gouvernement l'avait d'ailleurs promis à ses acteurs politiques,
aujourd'hui, M. Agbéomé aurait les preuves de sa victoire. Mais ces preuves lui sont déniées. Donc, à cause de cela, le phare ne s'est pas enregistré dans la motivation ou la mobilisation pour manifester, réclamer la victoire de M. Agbéomé Kodjo. Mais nous avons été plus loin. Et nous avons été plus loin en demandant aux institutions internationales et aux organisations internationales d'annuler tout simplement le scrutin fondé sur les faits, les preuves factuelles de fraude qui inculpent le régime. Vous voyez la situation? Parce que lorsque le scrutin est annulé, alors tout le problème est réglé. Que ce soit M. Agbéomé victorieux, mais la victoire lui est déniée, que ce soit M. Faure Gnassingbé, et je dirais le victorieux redouté. Donc aujourd'hui, l'annulation est ce qui est le régime à appliquer. Parce que quand il s'agit de fraude, il y a un certain régime à appliquer. C'est ce que nous n'avons jamais embrassé depuis qu'on nous jouait dans le pays sur la scène politique comme un football. Aujourd'hui, on nous amène à une élection. On nous dit oui, que les élections seront transparentes. Nous voyons les fraudes comme ça, des urnes qui sont bourrées, des gens qui transportent les urnes. Et quand le peuple veut réclamer, on nous tabasse, on emprisonne, on arrête des gens arbitrairement et tout. On torture les gens. Ça a toujours trop duré. Mais maintenant, il va falloir que, pour que M. Faure Gnassingbé soit président et qu'il jouisse des prérogatives de cette institution, il va falloir qu'il en soit compétent et qu'il en soit digne. C'est ça. Très bien. Docteur Bavon, je rappelle à nos chers téléspectateurs que nous sommes avec Docteur Johannes Bavon, secrétaire général du phare, celui qui se prononce sur le scrutin du 22 février dernier, qui a donc connu la victoire de Faure Gnassingbé à plus de 70% de voix, suivi d'Agbéomé Kodjo à plus de 19% de voix. Et selon donc le secrétaire général du phare, ou alors selon le phare, il faut donc annuler purement et simplement ce scrutin présidentiel. Eh bien, vous êtes avec nous. Merci d'être là. Et bien de choses également à nos amis aussi qui nous suivent via Facebook, cette émission qui est suivie en direct. Alors, Monsieur Bavon, demander une annulation pure et simple d'un scrutin, d'un processus aussi grandiose. On parle de la présidentielle. Hein. Oui. Vous le trouvez aussi facilement, si simple? Non, c'est pas aussi simple que ça. Et ça, nous en sommes conscients. Nous avons connaissance du fonctionnement de ce régime. Nous savons comment le régime fonctionne. D'abord, pourquoi demander l'annulation? Il faut expliquer. Bien, lorsqu'on parle de fraude, la fraude, d'un côté, n'est pas punissable. Et la fraude, dans un autre cas, est punissable. La fraude qui n'est pas punissable, c'est la fraude civile. Je donne un exemple très simple. Un monsieur qui a 2 femmes, qui trompe une jeune fille, qu'il n'en a pas, épouse encore cette 3e femme, et la femme s'en rend compte après, il a fraudé. Mais on ne peut pas le sanctionner pour cela. Donc ça, c'est la fraude civile. Bien, même en matière civile, il y a le côté de la fraude qui est sanctionnable, c'est la fraude en matière du contrat. Bien, la fraude en matière du contrat, il y a une partie qui n'est pas sanctionnable, il y a une partie qui est sanctionnable. Lorsque le contrat est émaillé de fraude, s'il y a possibilité de corriger les clauses de ce contrat, enlever les clauses frauduleuses et pourtant garder encore l'existence de ce contrat, c'est ce qui est fait par le juge et les auteurs de cette fraude ne sont pas sanctionnés. Mais par contre, lorsque la fraude porte atteinte au résultat ou bien à l'objectif même du contrat et que cela fausserait le but du contrat, le contrat est annulé tout simplement. Ça, c'est la sanction que je pourrais dire dans la matière contractuelle. Mais là, ici, nous sommes dans 2 cas dans les élections. Une élection est un contrat social. Ça, c'est au prime abord. Et celui qui veut représenter un peuple, il signe un contrat avec le peuple pour aller dans un certain sens. D'abord, le premier contrat, c'est qu'il faut qu'il soit crédible.
il faut qu'il soit vrai et juste. Il ne faut pas qu'il soit menteur. Mais quand il y a fraude électorale, cela veut dire que ce contrat est faussé à la base. Donc c'est ça qui doit conduire à l'annulation de ce scrutin. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui conduit à l'annulation de ce scrutin, à chaque fois qu'il y a fraude contre les lois d'un pays, les lois de l'État, nous avons des lois électorales, nous avons des règles électorales. Et ceux qui sont supposés être candidats aux élections sont obligés de se plier à ces règles-là. Et parmi ces règles existe l'absence de fraude dans les comportements, etc. L'égalité entre les candidats. Mais dès qu'il y a... bien le fil de votre développement, je rappelle à nos chers téléspectateurs que les contacts qui sont là, devant vous, sur vos écrans, ce n'est pas pour appeler, mais envoyez tout simplement vos messages, vos questions, bien évidemment, auxquelles notre invité sera bien sûr de donner des réponses. Alors, d'accord, merci. Donc, au cas où les lois de l'État sont détournées pour produire des résultats contraires à l'esprit de ces lois, au moment où des individus se lèvent et se comportent contraires à ces lois, à ces règles, immédiatement, on va voir si le résultat final a été entaché par ces fraudes. En effet, le résultat final dans cette élection est entaché largement par les fraudes dont nous avons été l'objet. Donc c'est la raison pour laquelle le régime qui s'applique dans un tel cas de figure, c'est l'annulation pure et simple de l'élection, peu importe comment cela puisse paraître compliqué. Là, vous parlez d'entachement de fraude reconnu par un cas, alors. Non, mais vous voyez, ne soyons pas dans l'esprit du déni. Je voudrais que vous soyez neutre dans votre position, comme vous l'avez toujours été d'ailleurs. Oui, je vous félicite un peu pour ça. Naturellement. Vous l'avez toujours été d'ailleurs. La réalité, c'est que lorsque les institutions de l'État en matière électorale voient des preuves, voient des faits, des éléments factuels de culpabilisation d'un camp en matière de fraude, et pourtant nous dit qu'il y a absence d'éléments, absence de preuves. Qu'est-ce qu'il faut aller comprendre là-bas? Il faut comprendre là-bas que ces institutions et ceux qui sont à la tête de ces institutions nous disent qu'ils sont à la solde de ceux qu'ils proclament victorieux et de ceux qu'ils confirment victorieux. Donc ici nous sommes en droit et le droit est général pour tous. Nous ne savons, le droit ne connaît ni un parti, ni l'opposé de ce parti. Le droit ne connaît que lui-même et ce qui doit être fait. S'il y a fraude contre les lois électorales, il y a annulation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Donc il faudra le comprendre. Donc si ça va être compliqué, il ne fallait pas s'ingérer dans une fraude en premier lieu. Donc aujourd'hui, les gens se posent la question, est-ce que ce ne sera pas compliqué parce que le régime n'aimerait pas annuler ce scrutin? Eh bien, comprenez très bien que nous ne demandons pas à M. Faure Gnassingbé ni aux institutions qui ont été détournées en sa faveur d'annuler ce scrutin. Si on devait leur demander cela, s'ils avaient l'esprit de justice pour faire cela, ils n'allaient pas en premier lieu s'engager sur la voie de la fraude. Donc c'est pourquoi nous ne nous adressons pas à eux pour annuler cela. Nous nous adressons à nous, peuple togolais, parce que l'annulation de scrutin s'applique sous plusieurs angles. Il faudrait que le peuple togolais, avec les preuves à l'appui, avec les éléments qu'on nous dit aujourd'hui n'existant pas et pourtant existants, donc on prend ces éléments et on frappe les piliers du pouvoir avec cela. Très bien. J'allais peut-être vous poser la question, à qui vous demandez l'annulation de ces élections? Très bien, je vous explique. Tout pouvoir se fonde sur les piliers. Nous avons en relation internationale, les institutions internationales, les organisations internationales, elles toutes fonctionnent avec le pouvoir et permettent au pouvoir d'être stable.
Ces organisations internationales et institutions ont pour vocation et d'ailleurs pour règle de fonctionnement la démocratie, c'est-à-dire la transparence à la base des élections. Là, en ce moment, c'est à nous le peuple. C'est pourquoi nous avons adressé la lettre à ces institutions internationales. C'est à nous le peuple de crier ras-le-bol avec la démonstration de ces preuves de fraude contre ceux qui se réclament victorieux. Et demander à ces institutions de couper toute relation économique et diplomatique avec l'autorité illégitime. Monsieur Bavon, est-ce que vous n'êtes pas trop idéaliste comme ça en abordant Non, mais ce n'est pas des idéologies, c'est comme ça que ça se fait. Je vous dis comment cela se fait. Bon, d'ailleurs, nous avons déjà connu ça au Togo. Vous avez souvenance de la position, la dernière proposition des États-Unis sur cette élection, demandant bien sûr le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote, mais qui n'a pas été pris en compte carrément. Ok, là je vous explique ce qui se passe à ce niveau-là. Nous retrouvons en relation internationale. Les États-Unis ne peuvent pas proclamer le scrutin présidentiel au Togo nul et non avenu. C'est cela, c'est vrai. Ni la France, ni l'Allemagne, ni aucune organisation étatique ou internationale n'a le privilège ou les prérogatives pour le faire. Par contre, ils peuvent y émettre des doutes. C'est pourquoi l'ex-secrétaire d'État américain y a émis des doutes en disant « Ok, puisqu'il y a des doutes, nous demandons que le doute soit enlevé. Demandons à ce régime de procéder par le recomptage des votes, bureau de vote par bureau de vote. » Ben, je vous dis d'une manière vulgaire, excusez-moi, vous prenez quelqu'un dans votre maison, les enfants disent que il vient de prendre l'argent qu'il a mis dans la poche. Le monsieur dit qu'il n'a pas pris l'argent, n'est-ce pas? À cause de son âge et à cause de sa personnalité, vous pouvez le croire. Mais les enfants insistent que la preuve est là, dans sa poche. Alors, qu'est-ce que vous demandez? Excusez monsieur, avec une grande modestie et humilité, vous lui demandez, videz vos poches. Mais on demande à monsieur de vider ses poches, monsieur n'arrive pas à vider ses poches, ça veut dire quoi? Cela veut dire que monsieur est en train de cacher quelque chose. Mais justement, lorsque le secrétaire d'État américain savait avant de dire ça, ben même ce qu'il a dit, il savait très bien qu'il devrait le savoir parce qu'ils sont vraiment experts en la matière. Il devrait savoir que même en demandant à ce régime de recompter les voix, bureau de vote par bureau de vote, ça n'aboutirait à rien. Ce n'est qu'un signal que cette organisation ou cette personne représentant les États-Unis dans cette opinion envoyait, c'est un signal qu'il envoyait aux Togolais afin que les Togolais apportent un doute sérieux à ce qui est en train de se faire, aux résultats qui seraient proclamés pour que les Togolais réagissent. Mais la même institution, on l'a retrouvée hier à la proclamation définitive de ces résultats. S'il est présent là-bas, ce n'est pas pour confirmer le résultat. Est-ce qu'il a fait une déclaration de confirmation? Donc, n'allons pas mettre les choses là où les choses ne sont pas. On aurait bien voulu qu'il fasse une déclaration. Eh bien voilà, puisque la Cour constitutionnelle vient de confirmer, donc nous nous rangeons du côté de la Cour constitutionnelle et vous allez voir l'explosion de joie à Lomé du camp de ceux qui sont des frauduleux. Mais la vérité, c'est que les messieurs étaient là-bas comme des observateurs. Ils n'ont rien dit, ils n'ont ni dit oui, ni dit non. Donc, ils sont là comme des observateurs. Leur présence ne signifie pas qu'ils approuvent la confirmation de ce résultat. Alors, je continue mon raisonnement en disant que si ils nous demandaient cela, en fait, c'est un signal pour que nous puissions réagir. Bon, maintenant, sachant bien sûr que même si on demandait à ce régime de recompter les voix, bureau de vote par bureau de vote, les urnes sont dans leurs mains. Voyez-vous? Les bulletins de vote sont dans leurs mains. Ils n'ont pas permis à ce que les réels résultats, bureau de vote par bureau de vote, soient convoyés à la CENI par des flottes qu'on distribue aux agents de la CENI ou de la CELI. Ils ont bloqué ces flottes afin que les vrais résultats ne soient pas convoyés. Bien, déjà, ça, c'est ce qu'on appelle les débuts de preuve, parce que ce n'est pas encore factuel. C'est le début de preuve. Pourquoi monsieur rentre dans la chambre de quelqu'un quand cette chambre ne lui appartient pas? Ça, c'est le début de preuve. Voilà. Alors, ici,
Ils vont nous fabriquer, si nous demandons ce recomptage, ils vont nous fabriquer n'importe quel résultat. Ils sont capables de nous fabriquer n'importe quel résultat, puisque tout est dans leurs mains. Les urnes, les bulletins de vote, tout est dans leurs mains. Donc, ils vont encore fabriquer. C'est là où je disais la dernière fois, dans une interview accordée à Direct 7, que j'aurais souhaité que toute l'opposition togolaise, y compris M. Agbeome, qui se sent lésé dans cette matière électorale, de s'engager plutôt sur la voie de la mobilisation contre ces fraudes qui sont des faits. Et là, on ne pourra pas les changer. Justement, vous parlez de quel type de mobilisation? Eh bien, pour répondre très rapidement à cette question d'un téléspectateur, oui. Merci. Eh bien, moi, c'est Marius. Quels sont les processus pour aller à l'annulation de cette victoire, selon vous? Très bien. Merci, Marius. La chose est que, lorsqu'on parle d'une annulation, avant qu'un régime qui s'est saisi du pouvoir frauduleusement, on dit qu'il est usurpateur, une autorité qui usurpe le pouvoir par la fraude, avant de l'amener à annuler un scrutin, il faut lui faire pression. On ne lui écrit pas une lettre comme une lettre de demande d'emploi et puis il vient nous appeler un jour, nous dit, voilà, nous allons annuler. Non, il faut lui faire des pressions. Et la pression commence d'abord par sa relation internationale avec les organisations et institutions internationales. Il faut frapper là-bas fort en démontrant les preuves. C'est pourquoi nous le disons et nous le répétons encore, ce n'est pas nous, en tant que mouvement, qui réclamons cela. C'est le Togolais qui doit réclamer. Le peuple togolais réclame cela. C'est maintenant l'heure où les organisations de la société civile, dans la diaspora, les partis politiques, les organisations de société civile au pays, on doit faire des pressions devant les ambassades, déposer des requêtes là-bas, des pressions devant le Congrès des États-Unis, déposer des requêtes là-bas, des pressions au Parlement français, au Parlement européen, faire des pressions à tous égards, CEDEAO, l'UIA. On ne doit pas dormir maintenant. Vous aussi, n'importe qui peut adresser des lettres à ces institutions et demandant à ce que l'autorité illégitime et illégale qui s'est installée au Togo ne soit pas reconnue par des actes de relations économiques et diplomatiques. Très bien. Et voilà. Le schéma que vous avancez ne ressemble pas déjà à quelque chose du déjà vu? Pour revenir à la question d'un téléspectateur qui dit oui. Bonsoir chers invités, merci, l'émission m'intéresse bien. Et d'abord, phare c'est quoi? Phare c'est le Front des architectes de la République, c'est bien cela, hein? Oui. Très bien. Et ensuite j'écoutais M. Agbeome ce midi sur RFI disant je vais récupérer la victoire à l'aide de ceux qui ont voté pour lui, sachant qu'au Togo on avait déjà vécu ce même scénario depuis une décennie. Pensez-vous véritablement renverser la tendance en demandant l'annulation des votes? Ben justement, ça fait deux choses différentes. Lorsque nous demandons la restitution du pouvoir ou la restitution de la victoire à M. Agbeome, c'est bien, parce que c'est normal que M. Agbeome réagisse comme ça. Ok, puisqu'il s'estime victorieux, et puis ses militants s'estiment victorieux en la matière, c'est normal. Mais il y a des limites à cette revendication. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Puisqu'on avait déjà vu ça, hein, voyez-vous, le dénouement de ces soulèvements, lorsqu'il faut se fonder sur l'historique de la vie politique togolaise, vous allez constater que le dénouement, c'est deux choses. La première chose, c'est que lorsque les réclamations, les revendications et soulèvements sont intenses, on parvient soit à un accord, ok, un accord dans lequel on se dit, bon voilà, le candidat contestataire, voilà, pour calmer le pays, on lui donne le poste de Premier ministre pour avoir un régime de cohabitation, une main tendue, pour avoir un régime de cohabitation qui n'en serait pas une. Parce qu'en régime de cohabitation, il faut que le Premier ministre soit issu de la majorité parlementaire. Or, dans le cas de figure actuel, le Premier ministre issu de l'opposition n'aura pas de majorité au Parlement. Donc, c'est ce que nous avons vu en 2003 avec M. Edem Kodjo,
C'est ce que nous avons vu en 2010, je ne sais pas si c'est 2003, ouais, c'est ça. 2003, oui. Et en 2005 et 2006, nous l'avons également vu avec M. Yavier à Goïbor, et qui est parvenu à obtenir un accord, l'APG. Mais est-ce que cet APG a été appliqué? Non. Donc, ce ne sont que des moyens pour étouffer les soulèvements, mais ça n'est pas la solution, ce n'est pas l'alternance. C'est seulement le monsieur qui est contestataire qui va obtenir un poste de Premier ministre. Il va rester là-bas, partager, manger un peu, se taire, les suivre, parce qu'en politique, il n'appartient pas au Premier ministre de décider les lignes, les grandes lignes politiques du pays. C'est le président qui en a les prérogatives. Le président fixe les politiques du pays et le Premier ministre ne fait que les exécuter. Donc, dans le cas où le Premier ministre n'a pas la majorité au Parlement, et pourtant il est dans le gouvernement du président qui a la majorité au Parlement, il devient juste un instrument du président qui est au pouvoir. Or, c'est sur fond de fraude. Ça veut dire que le problème juridique n'a pas été réglé. Donc, c'est pourquoi nous pensons que M. Agbeomé, il réclame la victoire. Oui, de ce côté, c'est normal. Mais il faut qu'on sache qu'il y a une limite à cette revendication. Si on lui demande aujourd'hui, ok, très bien, parce que la CEDEAO qui court souvent au secours de ces situations, viendra dire, ok, M. Agbeomé, donnez-nous les preuves de votre victoire. Mais il ne les aura pas. Pourquoi? Parce que ces preuves lui ont été déniées. Il n'a pas tous les procès-verbaux, il n'a pas des faits palpables qui attestent sa victoire aujourd'hui. Donc là, il y a une limite là-bas. Et là, la deuxième chose, c'est que quel que soit le niveau de sa contestation, nous savons que l'ANC a connu le même sort en 2010. Bien, ils ont fait des manifestations pendant presque 5 ans. 5 ans, oui. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, politiquement ça n'existe pas. On ne peut pas se lever aujourd'hui, excusez-moi, on ne peut pas se lever aujourd'hui, demander à M. Faure Gnassingbé, levez-vous, M. Agbeomé Kodjo, asseyez-vous en tant que président. En politique, ça n'existe pas. La politique est autre chose et le droit aussi est autre chose, mais la politique est régie par le droit. Donc il faut savoir que lorsque nous faisons des revendications seulement en politique, on est limité. C'est les deux qui doivent aller de pair. Donc monsieur dit qu'il est victorieux, c'est bon. Donc nous avons fait des démarches juridiques maintenant. C'est pourquoi nous demandons aux partis de nous donner des preuves contraires de ce qui les inculpe. Nous demandons à la Cour constitutionnelle si elle a demandé aux partis de fournir des preuves contraires aux accusations de fraude qui les inculpent, et s'il y a ces éléments, que cela soit rendu public. Mais au cas où la Cour constitutionnelle n'arrive pas à faire ce travail et à rendre public ces éléments contraires, cela veut dire que la Cour constitutionnelle est coupable de complicité. Voilà, c'est pourquoi nous avons dit dans la lettre qu'il faudrait que la légitimité et surtout la crédibilité de cette institution soit rétablie par le président de cette cour. Donc c'est comme ça que ça marche. Maintenant, en ce qui concerne l'annulation que nous demandons, cette annulation, elle peut aboutir, cette demande peut aboutir si nous sommes bien mobilisés. Bien, d'ailleurs, les gens se mobilisent déjà. Il y a des gens qui ont aussi fait un communiqué la dernière fois, je pense que c'est Togo Debout, ils ont fait un communiqué la dernière fois demandant cette annulation, mais maintenant la demande a été envoyée, on attend le nombre de jours administratifs pour la réponse. Lorsque la réponse ne tombe pas dans l'intervalle de ces jours, alors les groupes et les mouvements sont libres en ce moment de réagir devant les parlements, au sein des parlements, faire parler partout et montrer au monde entier que quand la fraude s'installe au sommet de l'État, cette autorité est illégale et illégitime, donc est incompétente de fonctionner. Très bien. Monsieur Bavon, vous parlez de mobilisation Oui. jusqu'à l'annulation de ces élections, mais vous connaissez, vous savez comment les mobilisations sont toujours conduites et aussi finissent au Togo, et vous appelez encore les peuples togolais ou alors à aller à la mobilisation. Je ne sais pas si vous avez un type de mobilisation auquel ou alors à laquelle vous appelez les Togolais. Voyez-vous, il y a plusieurs formes de mobilisation. Pendant longtemps, nous avons connu des manifestations dans les rues
Il faudra que je souligne ceci rapidement. Ceux qui pensent que les Togolais sont des poltrons, et lorsqu'on jette 2 boules de gaz lacrymogène, ils fuient, ils rentrent chez eux à la maison, ah ben non, détrompez-vous. C'est faire une mauvaise analyse du Togolais. Nous avons été témoins, tout petits, dans les années 90, à partir de 96-97, les manifestations au Togo, on tuait des gens dans les rues, mais les gens sortaient toujours. Bien, nous avons été témoins en 2005. On tuait les gens, mais les gens sortaient toujours. Nous avons été témoins en 2010. L'ANC a mobilisé toute une foule pour manifester pendant 5 ans. Aucun pays africain, ni même européen, n'a pu le faire. Ce n'est que les gilets jaunes qui s'en sont sortis la dernière fois. Bien. Je dirais en 2017, avec la C14, vous avez vu ce que les Togolais ont fourni? Une mobilisation très forte. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à sortir? Mais la chose est simple, les gens ont compris qu'à chaque fois que nous sortons, on nous tue, nous faisons des sacrifices. Il y a des individus qui en profitent pour s'en remplir les poches, ramassent les mallettes, retournent chez eux à la maison, et la lutte est trahie, vendue. Ce qu'il faut faire, il y a des personnes qui piétinent ce qu'il faut faire, les bonnes idées à suivre. Des personnes piétinent cela parce qu'ils s'en remplissent les poches pour leurs propres intérêts. Et l'égoïsme et l'intérêt personnel, la promotion de la visibilité personnelle est rentrée dans la situation. Donc, à chaque fois que quelqu'un, vous suivez? À chaque fois que quelqu'un émet une idée ou émerge pour aider la lutte, il y a certaines personnes qui doivent lui couper les herbes sous les pieds. Donc le peuple est en train d'écouter tout ça. Vous avez vu l'implosion que la C14 a connue. Vous croyez que le peuple qui sort est bête? Non. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on demande aux gens de sortir encore aujourd'hui, les gens ils réfléchissent 7 fois avant de sortir. Donc cela ne veut pas dire que les Togolais ne sont pas prêts à lutter pour leur vérité. Oh, leur liberté, excusez-moi. La liberté, le Togolais en est très épris. Mais la réalité est que le Togolais veut maintenant que les acteurs politiques changent de comportement, que les acteurs politiques soient responsables. Lorsqu'on nous demande de faire ceci et que nous le faisons, que eux aussi, ils demeurent honnêtes et vrais dans ce qu'ils font. Que le peuple ne soit plus des instruments utilisés, exploités pour obtenir de l'argent. Ça fait très mal. Donc, c'est la raison pour laquelle... Donc, la mobilisation dont nous parlons aujourd'hui, il y a toute forme de mobilisation. Il y a la désobéissance civile. Parce qu'un peuple qui est régi par une autorité illégitime et illégale, je viens de le dire, lorsque l'injustice est loi, la rébellion est devoir. Donc, il va falloir que le peuple désobéisse à cette autorité. Ça, c'est un. Il va falloir que le peuple se mobilise devant ces institutions internationales, ces organisations internationales, fasse pression perpétuelle. Il faudra couper certains câbles pour l'autorité illégale et illégitime. Ce n'est pas toujours question d'être dans la rue, faire des marches, courir avec les policiers, des gaz lacrymogènes, des tirs de fusil par ici. Il n'y a pas forcément ça. Il y a plus que ça. Et c'est ce que les Togolais doivent faire maintenant. Alors, pour pouvoir le faire, permettez-moi de le dire que tous les acteurs politiques, que ce soit des partis politiques, leurs militants, les organisations de la société civile, les Togolais, les citoyens qui ne sont d'aucun bord, nous devons tous nous mobiliser et agir. Agir, comme nous le disons, vous allez au Ghana, vous êtes un peu plus libre. Donc manifestez là-bas et demandez à ce que l'autorité ghanéenne n'ait aucune relation avec l'autorité illégale au Togo. Manifestez partout, agissez partout, écrivez partout, criez partout. Il faudrait que celui qui a obtenu le pouvoir par la fraude ne soit jamais à l'aise jusqu'à ce que par ces pressions internationales, bien, ils parviennent d'une manière diplomatique d'eux-mêmes à s'arranger et puis à combler le vide institutionnel qui sera créé par leur démission. Donc ce vide est comblé par une séance de transition.
où les règles seront mises en place pour l'organisation d'une nouvelle élection d'une manière transparente et crédible, permettant au pays d'être sur les rails de la démocratie. Alors, ce procédé n'est pas une façon d'aller vers le déclin en matière de développement du pays? Ah ben non, pas du tout. Et là, je vais vous dire que c'est le contraire qui est vrai. C'est l'inverse qui est vrai. Lorsque nous ne faisons pas cela, lorsque ils ne font pas ce travail pour mettre en place une organisation nouvelle permettant des élections à venir transparentes et crédibles, figurez-vous qu'il y a des sociétés qui ne fonctionneront jamais dorénavant. Il y a des sociétés qui ne fonctionneront plus jamais avec l'autorité illégitime et illégale au Togo. Il y a des multinationales. Il y a des piliers du pouvoir qui ne fonctionneront plus pour cette autorité. Et c'est pourquoi les Togolais doivent frapper sur ces piliers-là. Ils doivent cibler ces piliers-là. Ce n'est pas une question juste de courir dans la rue. Non, 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 non. Parce que lorsque nous faisons cette démarche actuelle, vous savez que ces multinationales, les sociétés qui rendent de l'argent à notre État, permettant au régime d'avoir de l'argent et de donner à qui ils veulent, vous vous imaginez qu'eux aussi sont régis par certaines règles. Ils n'ont pas le droit de faire affaire avec des États dictatoriaux. Ils n'ont pas le droit de faire affaire avec des États voyous. Ils n'ont pas le droit de faire affaire avec des États illégitimes et illégaux. C'est parce que nous ne le savons pas que nous les laissons faire. Mais il suffit seulement que nous élevons la voix et que leur peuple de leur côté le sache, comme les nôtres le font si bien. Le Togo debout en France, ils l'ont fait entre-temps, surtout au moment où on devait s'enregistrer pour les élections. Voilà, c'est ce travail-là qui doit être fait maintenant. Si nous le faisons, alors ces associations et ces sociétés plutôt, ces multinationales, seront forcées par leur propre peuple parce que ils sont en démocratie et ils sont soumis à la voix de leur peuple. Lorsque le président de la République même se met en contact avec l'autorité illégitime et illégale au Togo, cela lui donnera des préjudices dans son pays. C'est le travail là que nous devons faire. Donc, pour ne pas avoir de problème, ils sont obligés de couper les robinets qui permettent à ce régime de fonctionner. Donc, c'est des pressions vraiment intelligentes et diplomatiques que nous devons faire maintenant. C'est pourquoi nous demandons à ce que la Cour constitutionnelle, qui est l'autorité suprême en la matière, nous donne les preuves contraires qui doivent disculper ce parti ou bien ce candidat qu'il proclame ou confirme victorieux. Mais si la Cour constitutionnelle se contente juste de nous dire il n'y a pas eu de preuves, non mais attends, nous avons des preuves. Donc là, ça nous met plutôt en position de force pour agir. Et là, la Cour même se met en position d'illégitimité et de non-crédibilité. Et c'est la force du peuple togolais qui est en jeu. Monsieur Bavon, lorsque votre demande d'annulation n'est pas la chose à atteindre, qu'est-ce qui adviendrait? La prochaine carte sera quoi? Lorsque cela ne sera pas accompli. Mais si ce n'est pas accompli, ça veut dire que les Togolais n'ont pas vraiment bien joué le jeu. Les Togolais ne se seront pas bien défendus. Les Togolais ne se seraient pas montrés intelligents et pris de liberté. Vous comprenez la situation? Donc, quelle que soit la situation, nous devons maintenir cette pression. Nous ne devons pas nous fier à l'apparence parce que, en fait, c'est ce que les partis politiques font. Bon, surtout ceux qui se saisissent du pouvoir comme ça. Ils vont faire beaucoup de choses. Ils vont organiser des fêtes, des folklores dans les rues et tout cela. C'est une manière d'intimider psychologiquement les gens. Mais la réalité, c'est que ce qu'il faut faire, c'est que nous devons maintenir notre position et travailler dur. Et nous n'espérons pas échouer en la matière. Parce qu'il n'y a pas eu élection, parce que les élections sont toujours régies par des règles, et lorsque ces règles sont bafouées, donc cet acte est nul et non avenu. Donc il faudrait que les Togolais le comprennent, nous devons nous réveiller parce que le monde entier nous regarde, les autres pays nous regardent, nous ne devons pas faire figure d'un peuple bête, d'un peuple mouton qu'on mène comme on veut. Il faudra quand même que cette fois-ci, nous réagissons, qu'on sache quand même que voilà, nous avons été incapables d'agir parce que nous n'avons pas les armes. Donc les gens diront, mais en tout cas, ils ont fait de leur mieux. Il faudra maintenant les aider. Et les aides viendront pour nous. Mais on ne peut pas s'asseoir à la maison et dire qu'ils l'ont encore fait
Alors, je vais conclure en disant que... Non, cette question. Sur cette question, voilà. Justement, alors, les organisations internationales, quand même, ont supervisé cette élection et n'ont rien reproché, quand même, au déroulement de tout le processus jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de fraude qui entache cette élection, et vous, quelle analyse, en fait? Très belle question. Oh, j'allais oublier ce point. Merci beaucoup. Il ne faut pas confondre le déroulement d'un événement avec le fond de cet événement. Qu'est-ce que ces organisations internationales, bon, c'est-à-dire communautaires, l'UA et l'Union africaine, la CEDEAO, voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Justement, nous avons constaté également la sérénité dans laquelle le scrutin a eu lieu le 22 février. Voilà, le jour du 22. Ben justement, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de confrontation entre des camps différents, etc. Oui, si je devais écrire le déroulement de ce scrutin, c'est ce que j'allais dire aussi. Mais je ne dirais pas que c'est un scrutin crédible. Est-ce qu'ils ont dit que ça a été un scrutin crédible? Comprenons très bien les mots que les gens utilisent. Il ne faut pas confondre un déroulement serein dans une atmosphère paisible, un déroulement serein dans une atmosphère conviviale et avec comme un scrutin transparent, libre et crédible. Donc, et d'ailleurs, pourquoi ils ne sont pas allés sur ce terrain? C'est parce qu'il ne leur appartient pas de le dire. Parce que ce droit revient seulement au peuple. Il appartient au peuple de prouver la fraude ou la fraudulité de ce scrutin, de démontrer que celui qui est victorieux ne l'est pas, de démontrer que le résultat qui a été proclamé est un résultat corrompu. Donc ça, ce n'est pas leur travail. Ils ne doivent pas le faire. Donc il appartient au peuple de le faire. Mais si le peuple n'est pas éveillé, le peuple va rester dedans et prendre par exemple cette déclaration pour une élection crédible et transparente. C'est ce que nous ne devons pas faire. Donc, ils n'ont pas dit que c'était transparent, crédible et libre. Ils ont dit que c'était passé dans une atmosphère paisible. Et c'est vrai, ils n'ont pas menti. Mais ils ne se sont pas prononcés sur la crédibilité, c'est-à-dire le fond, la qualité de ce scrutin. Ils ne se sont pas prononcés là-dessus. Voilà. Très bien. De toutes les façons, vous voulez aujourd'hui, est-ce que ce scrutin soit purement et simplement annulé? C'est pas moi qui le veux, c'est le droit. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a fraude? Oui. S'il y a fraude, qu'est-ce qui se passe? Annulé. Ça doit être annulé. C'est comme ça que ça se fait. Votre mot de la fin. Alors, voilà, je vais conclure en disant, M. Dieudonné, que nous avons été victimes d'un certain sentiment. Et il faudrait que ce sentiment cesse si nous devons avancer. Le sentiment de l'égoïsme, le sentiment de la publicité de son camp, le sentiment de la défense de son image, de sa personnalité. Alors cela a mené une guerre fratricide entre les partis politiques, les mouvements et tout. Donc nous luttons pour la même cause, mais nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas unis. Et c'est une situation qui ne permet pas du tout la victoire des Togolais. Aujourd'hui, il faudrait que les partis politiques comprennent que ce n'est pas une question de M. Agbeyome Kodjo. Ce n'est pas une question de M. Jean-Pierre Fabre. Ce n'est pas une question de moi, Johannes Bavon. C'est une question du Togo. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, l'histoire, notre nom, ce que nous allons laisser au Togo avant de partir un jour. C'est une question de permettre juste à nos tantes, à nos cousins, à nos personnes de la famille qui vont faire leurs petites affaires au marché, de pouvoir revenir avec quelque chose. Mais le Togolais souffre trop avec la condition de ce régime. Donc nous devons nous unir pour nous battre et nous libérer. Mais il ne faut pas que certaines s'asseyent à la maison et disent oh, ils n'ont qu'à faire, on va voir ce qu'ils peuvent faire. Nous aussi on a fait, maintenant eux aussi ils n'ont qu'à faire pour montrer de quoi ils sont capables. Non, c'est mécomprendre et méconnaître le fond de la lutte que nous menons. Donc là, ici, nous sommes à un niveau où, que nous soyons d'un camp à gauche ou à droite, tant que l'autorité au sommet de l'État est illégitime et illégale, nous allons tous subir le même sort, comme le soleil qui frappe les bons et les méchants. Donc nous allons subir le même sort. C'est la raison pour laquelle nous devons nous unir pour nous en libérer. Cette fois-ci, je pense que c'est le commencement de la lutte même maintenant.
ce n'est pas la fin et nous ne devons pas nous décourager. Et force à tous. Merci, monsieur Johannes Bavon. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général du Front des architectes pour la République. Eh bien, merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs, chers internautes. Merci aussi également d'avoir été des nôtres dans cette émission Grand Carrefour. Eh bien, c'est le candidat Agboumé Kodjo qui continue de réclamer sa victoire à l'issue des élections présidentielles du 22 février dernier. Et la victoire de Fornia Sigbe a été donc confirmée hier par la Cour constitutionnelle. Le phare réclame tout simplement et purement une annulation, selon le droit bien sûr, de ce scrutin présidentiel pour véritablement dire le droit et atteindre l'état de droit et la démocratie au Togo. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, pasteur. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt.